Hi there everyone, and thanks for joining us on the last news bulletin for the month of June 2022 on For You Television. We begin in the French language as tradition demands with Ngale Ebokeya. Bon après-midi Ngale. Bon après-midi Tekewana, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal bilingue sur For You Télévision. Ouvrant au Cameroun, dans l'Afrique centrale, 8810 cas confirmés de choléra et 164 décès. C'est le bilan de la nouvelle résurgence du vibrion colérique. Ces chiffres sont du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, présent au conclave mensuel du gouvernement présidé par le Premier ministre Joseph John Gouté. On fait le point avec Fotso. Au total, 7 régions sur 10 sont affectées par le vibrion colérique. Le pays enregistre au 22 juin 2022 8810 cas confirmés de choléra, dont 64 décès. Ces chiffres sont du ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, qui le faisait savoir le 28 juin 2022 au cours du conclave mensuel du gouvernement. L'épidémie apparue en fin octobre 2021 dans certaines régions, s'est répandue et plus d'un semestre après, elle continue de faire sa progression. 4 à 7 régions concernées continuent d'enregistrer de nouveaux malades, notamment le centre, le littoral, l'ouest et le sud-ouest. Le sud-ouest, la région qui fait face à une crise sécuritaire, a le taux de contamination le plus élevé avec 5628 cas et 90 décès. Elle est suivie par le littoral avec 2208 contaminations et 58 décès, a souligné le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Par ailleurs, les Nations Unies ont annoncé le 27 juin que le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU a débloqué 1,7 million de dollars pour une réponse urgente à l'épidémie de choléra qui continue à emporter des vies au Cameroun. Selon le département ministériel en charge de la santé au pays, les investigations se poursuivent dans les localités touchées. L'objectif général étant de réduire la prolifération de cette maladie contagieuse. Pour rappel, la précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts entre janvier et août 2020, début 2021. Poursuivons en République démocratique du Congo. À peine acquitté, Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, a rencontré le chef de l'État le mardi 29 juin 2022. La rencontre de la Cité de l'Union africaine n'était pas qu'une simple visite de courtoisie, mais plutôt 2 heures d'échange entre les deux hommes qui ont évoqué leur volonté de consolider leur alliance, mais aussi des problèmes qui minent le pays. Reportage. Un sourire des plus évocateurs, une poignée de main ferme, puis une accolade, la fierté de se retrouver 2 ans après. Près d'une semaine après son acquittement, Vital Kamerhe, contre toute attente, est venu à la rencontre du président Félix Tshisekedi. De façon décontractée, les deux personnalités ont eu un entretien de 2 heures et pour Vital Kamerhe, il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Une rencontre diversement appréciée par plusieurs observateurs, au rang desquels l'analyste politique Trésor Kibangoulou, qui pense que leurs retrouvailles ont pour but de former des partenariats politiques en vue des prochaines élections présidentielles. On assiste vraiment à des oppositions qui commencent à se liguer contre le pouvoir de Félix Tshisekedi, à la
approche des élections à venir. Et de son côté, Félix Tshisekedi cherche aussi à avoir des gens, des tribunaux comme Vital Kamerhe qui pourraient reprendre un peu les flambeaux pour défendre son bilan. Ouais, il cherche des alliés, mais surtout il a réussi à avoir une majorité parlementaire fin 2020, mais cette majorité parlementaire est hétéroclite. Et jusqu'à présent, il n'y a même pas de coordination. Cet ensemble qu'on appelle Union sacrée de la nation, cette coalition au pouvoir, elle n'est pas très organisée. Se disant prêt à tout pardonner, Vital Kamerhe a également profité de ce tête-à-tête avec Félix Tshisekedi pour appeler à l'Union sacrée afin de bâtir une nation plus forte et soudée derrière son champion de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce qui se passe à l'Est nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais digne de ce nom ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. En Guinée, les membres du Front National pour la défense de la Constitution ambitionnent de reprendre une série de manifestations. La raison évoquée est le manque de sincérité et de franchise qui ont caractérisé la première étape consacrée au coup d'envoi du cadre de dialogue sous la houlette du Premier ministre Biyavogi Kwechu. Reportage. Pour le FNDC, le Front, qui a contesté dans la rue le projet du troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé, il n'est pas question de prêter désormais le flanc aux manœuvres dilatoires que le CNRD est en train d'utiliser pour gagner en temps. Selon les membres du FNDC, ce nouvel appel à manifester se justifie par le fait que le Comité national pour le rassemblement et le développement n'arrive toujours pas à clarifier les choses, à l'exemple de cette question liée au début ou à la fin des 36 mois retenus pour conduire la transition, mais aussi la non-publication de la liste des membres qui composent l'équipe de Mamadi Doumbouya et d'autres. La société civile dit leur avoir accordé 9 mois pour qu'ils disent ce qu'ils pensent faire de leur transition. Malheureusement, l'impression qui se dégage est que le CNRD a le pouvoir et ne sait pas quoi en faire, raison pour laquelle une réorganisation s'impose pour annoncer dès ce 30 juin les prochaines mobilisations citoyennes pour montrer au CNRD qu'il n'a aucune légitimité et qu'il doit donner la légitimité aux combattants démocratiques. Pour exprimer leur mécontentement, les membres du Front National pour la défense de la Constitution ont commencé par bloquer le 27 juin la salle qui a servi de cadre au lancement officiel du dialogue initié par le gouvernement de la transition. Le FNDC estime que la charte de la transition est violée à répétition. Les concertations nationales imposées, les 3 ans de la durée de la transition sont confidentielles et les assises nationales n'ont pas réussi à prévenir la crise actuelle. D'où la déception totale du dialogue présenté, tant au niveau des intervenants qu'au niveau des thèmes qui ont été débattus. En conclusion, c'est une manière pour le gouvernement de vouloir faire tout ce qui est de son mieux pour réunir les Guinéens et pouvoir vendre ça à la CEDEAO en rejetant les sanctions du 3 juillet. En Libye, dans l'Afrique du Nord, Aguila Saleh, le président du Parlement, et Khaled El Meshri, chef du Conseil suprême du gouvernement basé à Tripoli, ont entamé le mardi 28 juin 2022 des discussions à Genève sous l'égide des Nations Unies. Au cours de ces échanges, les autorités de Tripoli s'opposent à la participation des hommes en uniforme au scrutin. En tout cas, c'est ce que nous dit Mbala. Au menu, des dispositions constitutionnelles pouvant permettre la tenue des élections. Cette rencontre intervient au lendemain de l'échec des négociations organisées du 12 au 19 juin 2022 dans la capitale égyptienne. Des échanges plombés par l'épineuse question des candidatures à la future élection présidentielle. À l'entame de ces assises, la conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, a déclaré, je cite, « Vous avez à présent atteint une étape critique dans ce qui a constitué un chemin long et difficile. » À l'unanimité, les autorités de Tripoli se sont clairement opposées
à la participation des hommes en uniforme au scrutin. Ce refus est perçu comme un obstacle à une éventuelle candidature du maréchal Khalifa Haftar, dont les forces soutiennent les autorités de l'Est. À Genève, les protagonistes tenteront donc de trouver une issue à la crise libyenne, accentuée par l'existence de deux gouvernements rivaux, dirigés par Hamid Deba et Fatih Bachaga. Dans le pays, depuis l'échec de l'organisation de la présidentielle en décembre dernier, deux gouvernements se disputent depuis mars le pouvoir. Celui de Tripoli, qui a été mis sur orbite début 2021, sous l'égide de l'ONU, pour mener la transition jusqu'à des élections, et un gouvernement formé en mars et soutenu par le Parlement, qui a élu provisoirement domicile à Sirte, faute de pouvoir prendre ses fonctions dans la capitale. Le mandat du gouvernement basé à Tripoli, dirigé par l'homme d'affaires Abdelhamid Deba, a théoriquement expiré mercredi au terme de l'accord conclu sous l'égide de l'ONU. Restons dans l'Afrique du Nord. L'Algérie va accroître sa production globale de gaz naturel de 10 millions de mètres cubes par jour grâce à un nouveau gisement de gaz. 7e exportateur mondial de gaz justement naturel et premier africain, l'Algérie a fait l'annonce de cette nouvelle le lundi 27 juin 2022, de quoi attirer l'intérêt de l'Europe qui veut s'affranchir des livraisons de gaz russe. Tchoukwechou. L'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, a annoncé l'exploitation d'un nouveau gisement gazier. La Sonatrach, la compagnie pétro-gazière nationale, a annoncé lundi 27 juin la découverte d'un important gisement de gaz à condensate dans le camp de Hassi R'Mel, dans le Sahara algérien. Les réserves de ce gisement sont estimées entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensate, selon un communiqué de Sonatrach. Il s'agit de gaz naturel contenant des hydrocarbures liquides en suspension similaires au pétrole brut qui augmente fortement la valeur du précieux sésame dont la découverte ravit l'Algérie. Les réserves de gaz naturel en Algérie s'élèvent actuellement à 2,4 000 milliards de mètres cubes, volume que le pays entend accroître avec l'exploitation à partir de novembre 2022 de ce nouveau gisement qui doit produire 10 millions de mètres cubes par jour. L'Algérie fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, contre 47% pour la Russie. Plus que jamais déterminée à s'affranchir du gaz russe, l'Union européenne voit en cette découverte une potentielle bouée de sauvetage. L'Italie a d'ailleurs signé en avril dernier un important accord avec l'Algérie sur des fournitures accrues de gaz. Et d'autres pays européens n'ont pas manqué de témoigner eux aussi leur intérêt. En Colombie, plusieurs détenus ont péri mardi dernier dans un incendie à l'intérieur d'une aile de la prison de Tuluá à Bogota. Le bilan fait état d'au moins 49 morts et 30 blessés. P pour plus de précision. Un incendie s'est déclenché dans un pavillon de la prison de la ville de Tuluá, dans le sud-ouest, lorsque les détenus menottés tentaient de s'évader de la prison, a déclaré le directeur de l'administration pénitentiaire colombienne, Tito Castellanos. Le bilan fait état de 49 morts, 30 blessés et plusieurs évadés. Le site de la prison affecté par les flammes abritait 180 détenus qui ont mis le feu à leur matelas pour éviter l'entrée des forces de l'ordre qui ont réussi tout de même à éteindre le feu et à aider les prisonniers à sortir. Rappelons que le système pénitentiaire en Colombie a la charge de 97 426 prisonniers actuellement, avec une surpopulation de 16 251, soit 20%. Le président sortant Ivan Duque, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur le bilan exact de ce drame, espère tout de même faire la lumière sur cet incendie meurtrière. C'est ici que s'achève la partie en langue française. La suite, c'est en langue anglaise avec Tekewana. Bon après-midi. Thank you very much, Eboke Yangale. And of course, ladies and gentlemen, as we change the cue from French to English, we are beginning with the issue of Commonwealth. Ever since the Commonwealth was being created, it was discovered that it is a group to harmonize the English ex-colonies from the French, from the English, that's from British
colonies. Now, ever since that happened, plenty of talking has been going on because French colonies, ex-colonies are coming in to join the British colonies. Many have been asking themselves, what is so particular about the Commonwealth family that French ex-colonies are joining the Gentleman's Club? And in our investigation, we got to discover that the Commonwealth is a group of countries that fight for a democracy and good governance in the globe, as we hear in this report. Gabon and Togo have moved to strengthen their diplomatic array in a bid to ease their reliance on France. They have been admitted to what was originally founded as a club of former British colonies, but has been steadily diversifying its composition. These two small Francophone African nations are now the Commonwealth's 55th and 56th members. Rwanda joined in 2009 and Mozambique came into the group in 1995. None of these states had particular past historical ties to the UK. The fact that they have opted to join the Commonwealth suggests that they see the organization as a useful network of diplomatic and cultural influence, and for exercising soft power on the world stage. It also testifies to the importance of English as a language of business, science and international politics, and the necessity of building a range of connections to support economic development and get diplomatic messages heard from Gabon and Togo. Rwanda offers an encouraging precedent. Just 13 years after joining the Gentleman's Club, it has now hosted the organization's summit meeting, which was attended by heads of states and governments from all over the world, though there were some notable absentees, including South Africa's President Cyril Ramaphosa. However, Gabon and Togo's entry into the Commonwealth family also comes at a time where the relationship between Africa and France has become so continuous. A growing number of young urban citizens demand an end to the CFA franc currency, which is pegged to the euro. The French military presence in the Sahel is equally controversial to many geostrategists. Thus, joining the world's largest Anglophone bloc is likely to be a growing phenomenon. Unlike before, the French government would have retaliated, but rather, the Macron government has more important issues to handle, according to political pundits. Nevertheless, from the community of Portuguese language countries, whose members are dominated by African countries, the Commonwealth and the Francophonie, they all face a delicate challenge on how to promote good governance, democracy and human rights, an issue with which the African Union and some of the continent's regional blocs, notably ECOWAS, are also wrestling with. Though Paul Kagame has been lauded for overseeing undoubted social and economic development in his country, he is being accused by human rights groups of being uncompromisingly authoritarian in the exercise of power. While Gabon will face a key barometer of governance with next year's presidential elections, which is one of the key criteria set aside by the Commonwealth family, many are gashing their teeth on what grounds Togo got admitted into the family when there is a social unrest in the country, and the same day they were granted admission, authorities banned a planned demonstration by the opposition political parties. Political observers around the world are watching from a grieving point to see what fruit would the belonging to the Gentleman's Club shall bear in the near future. Now, from our political write-up this day, let's come down to Burkina Faso, where we are told that there is plenty of insecurity continues to animate that country in the African continent. Of recent, there was an attack which, of course, claimed the life of 8 persons, and it is said to be perpetrated by a jihadist sect also known as the Al-Qaeda group. As you tell us more, Leyuga Fonyonga. A terrorist attack left 8 civilians dead in Santiago, a town in the East Province of Coupe-Logo. Cats carrying women jumped on explosive devices in this locality, leaving 6 dead and 2 injured. A source said a military operation against armed groups in the Diakadougou and the Lolonyaro forests in the northeast province of Bougariba had resulted in the dismantling of 3 terrorist bases and the neutralization of around 20 jihadists. On June 20th, the Burkinabe army decided to create 2 zones of military interest where any human presence is forbidden on in Assum province, Bodin, Mali, and the others. It has given a 14-day deadline for people to leave this area where major air and ground offensive operations will be carried out.
Thank you very much, Leyuga Fonyunga. And of course, let's talk about the just ended G7 summit, which of course is an umbrella that comprises of 7 leaders from world-class countries in the world. They have concluded their 3-day meeting of brainstorming on the state of security, the state of food insecurity in the world, as well as COVID-19 pandemic. They concluded a meeting by saying that they are pledging their support and solidarity to Ukraine as they continue battling against the invasion of Russia. Let's get the resolutions in the upcoming report. The leaders of the group of 7 rich democracies have wrapped up their 3-day meeting in Germany, which was dominated by talks on how the world's top industrialized nations can bolster Ukraine in repelling Russia's invasion while minimizing the international fallout on food prices and energy. A series of sanctions have been drafted out to be meted on Russia, such as the prevention of Russia from profiting from its war aggression, including imposing on ban on the transportation of Russian oil, a possible comprehensive prohibition of all services which enable transportation for Russian seaborne crude oil and petroleum products globally, and the reduction of reliance on civil nuclear and related goods from Russia. However, in the domain of energy, the G7 family have resolved to coordinating with the International Energy Agency to explore measures to reduce price surges and prevent effects on economies and societies globally. They call for the production countries to increase their production scale to decrease the tension in energy markets, as well as rally efforts and new direct public support on fossil fuel energy by the end of 2022. Meanwhile, in the issue of food security, an additional €4.5 billion will be injected to